Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va débuter. Voilà, tout le monde se connecte au fur et à mesure. Donc, bienvenue dans ce webinaire intitulé Démocratie et environnement, quelle place pour les citoyens? Je suis Célestine Schmidobert, je suis chargée de mission de mobilisation et de développement chez Humanité et Biodiversité. Et au nom de l'association, je vous remercie chaleureusement de votre présence aujourd'hui pour ce rendez-vous mensuel. Je vous informe que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver dès demain sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Humanité et Biodiversité. Quelques mots sur notre association. C'est l'association qui organise les rencontres d'HB avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Donc notre mission, c'est de placer la biodiversité au cœur de nos sociétés. On est donc une association qui a été créée en 1976, reconnue d'utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature par le ministère de la Transition écologique. Hubert a été le président d'honneur de l'association de 2015 à 2023. Et donc, Humanité et Biodiversité est présidée depuis 2015 par Bernard Chuvacieux-Louis et est entourée d'un collège d'administrateurs entouré de ses adhérents. L'association mène à la fois des missions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité auprès du grand public, des acteurs économiques et sociaux, qu'ils soient à la fois publics et privés, et elle mène également des actions de plaidoyer auprès des gouvernements, des parlementaires, des élus locaux et toujours dans un souci de dialogue. Donc nous éditons des revues, des publications fondées scientifiquement dans le but de mobiliser l'ensemble de la société. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet humanité-biodiversité.fr pour vous inscrire à la newsletter, suivre nos actualités et nous suivre également sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant passer aux experts et au webinaire en tant que tel. Donc merci aux experts d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc tout d'abord Isabelle Barthes, vous êtes ancienne élue locale et garante pour le compte de la CNDP. Juliette Ferrando, vous êtes co-directrice de mission publique. Guillaume Blavet, vous êtes militant associatif. Et Michel Badry, vous êtes administrateur d'Humanité et Biodiversité. Donc merci de votre présence et bonjour à vous. J'invite les participants à poser toutes leurs questions dans le menu QR, donc questions-réponses, au bas de votre écran. Et les intervenants prendront le temps de répondre à toutes vos questions à la fin de leur présentation. Je passe maintenant la parole à Michel Badré et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Merci Célestine. Si on peut avoir la première vue. Voilà. Donc le thème de notre webinaire, c'est la démocratie environnementale et la place de tous les citoyens et citoyennes. La démocratie, ça se caractérise par le fait qu'on donne une place aux citoyens et aux citoyennes, contrairement à la dictature, où on ne se préoccupe pas de savoir s'ils ont un avis sur les questions. Alors, pour parler assez précisément, vous avez à l'écran ce qui me semble être une assez bonne définition de la démocratie environnementale. C'est l'article 7 de la Charte constitutionnelle de l'environnement de 2005 qui dit que toute personne a le droit d'accéder aux informations détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions concernant l'environnement. Quand on lit ça un peu vite, on se dit que c'est une phrase banale, ça va de soi, tout ça. Mais dès qu'on creuse un peu, il y a trois sujets qui paraissent mériter réflexion, et c'est ceux qu'on va essayer de développer maintenant avec nos trois intervenants ou intervenantes. La première question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière toute personne? Deuxième question, qu'est-ce que c'est que le droit d'accéder aux informations? Et troisième question, comment fait-on pour faire participer à l'élaboration des décisions les citoyens et citoyennes? Donc, on va voir ces trois questions avec nos trois intervenants. Ensuite, donc chacun répondra à l'une des questions. Ensuite, ils pourront échanger entre eux. Et puis, à partir de 1h moins 20 à peu près, on gardera la fin de la séance pour pouvoir répondre ou que les intervenants puissent répondre aux questions que vous aurez posées d'ici là sur le chat, comme vient de le dire Célestine. Donc, première question, si on peut la voir à l'écran.
Je la pose à Isabelle Barde, Célestine vient de dire qu'elle a été garante de plusieurs concertations engagées par la Commission du débat public. Elle a participé à plusieurs débats publics de la CNDP. Et donc le fait de savoir comment on fait pour écouter, pour donner la parole à toute personne, comme dit le texte que vous avez vu, sachant que chaque personne a des choses différentes à dire selon qu'elle est experte du sujet ou membre d'une association ou syndicaliste ou autre. Donc, Isabelle, comment fait-on pour couvrir ce vaste champ de toute personne? Merci, merci pour cette vaste question, effectivement, Michel. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Alors, je précise que effectivement, j'interviens au titre de mon expérience de garante de concertation décidée par la CNDP ou de débat public qu'elle a organisé elle-même. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent la CNDP et savent que à la fois c'est une autorité administrative indépendante et que pour mener à bien ces travaux qui sont encadrés par le Code de l'environnement et qui en principe permettent de garantir ce droit énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement, la CNDP donc a recours à des personnes qui ont le statut de collaborateur ou collaboratrice occasionnelle du service public pour chaque mission, soit de garant ou garante, soit de membre des commissions particulières du débat public. Donc c'est à ce titre-là que je m'exprime, mais je m'exprime en nom personnel et non pas au nom de la CNDP. Pour donner un premier éclairage sur cette question, comment on écoute et comment on donne la parole à toute personne, effectivement, peut-être qu'il faut d'abord avoir en tête deux présupposés. Quand on dit toute personne, ça veut bien dire que tout le monde est légitime pour participer dans un débat public ou dans une concertation. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement un expert ou d'avoir une connaissance particulière du domaine dans lequel on va s'impliquer pendant un débat ou une concertation, mais que le simple fait d'être une personne qui s'intéresse au sujet vous donne la légitimité de participer. Et donc ça, c'est important parce que dans bien des cas, les gens nous disent, mais moi, je peux pas dire quoi que ce soit là-dessus parce que c'est trop technique. J'ai pas la légitimité pour m'exprimer à la place des participants ou des experts. Donc ça, c'est un premier frein à lever. Et la deuxième question, qui est vraiment quelque chose qui arrive très très vite dans les débats et dans les concertations, c'est de dire aux gens à quoi va servir la parole qu'on vient chercher dans ces débats et ces concertations. Parce que c'est vraiment tout de suite la question qu'on nous pose. Si les personnes ont l'impression, à tort ou à raison, que la décision a déjà été prise, eh ben, ils vont dire mais ça ne sert pas à grand chose qu'on me pose la question à moi, si ce n'est à avaliser des décisions qui sont déjà prises. Donc ça, c'est vraiment une deuxième question qui nous paraît fondamentale. Ça pose les bases de la confiance dans ces processus participatifs. Ensuite, je dirais que à qui on s'adresse, ça renvoie aussi à comment on s'adresse au public. Il n'y a pas de recette miracle dans la mobilisation des publics. Selon les cas de figure, selon l'emplacement géographique du grand projet sur lequel on va venir interroger le public, on peut mobiliser avec une réunion publique tout à fait classique. Je prends l'exemple du débat public sur la mine de lithium qui a eu lieu l'année dernière dans l'Allier. Dans les réunions publiques, il y avait énormément de monde parce que c'était un endroit où il n'y avait pas eu de débat sur des grands projets industriels depuis très longtemps. Et donc, les gens étaient intéressés par ce que ce projet pouvait apporter en positif ou en négatif à leur territoire. À l'inverse, vous avez dans des milieux déjà fortement industrialisés ou en milieu urbain, où les publics sont sursollicités par des dispositifs participatifs, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser avec des modalités classiques comme la question, comme la réunion publique. Voilà. Donc la question, c'est vraiment
comment on respecte le public en lui donnant effectivement sa légitimité à participer dans un débat ou dans une concertation, et comment on va lui montrer qu'il est concerné, hein, la fameuse question du concernement dont on avait débattu dans les débats sur le nucléaire. Pour illustrer cette notion-là, moi, je voudrais prendre deux exemples. J'ai été garante de concertation sur l'avenir de l'unité de valorisation énergétique de l'agglomération toulousaine. L'unité de valorisation énergétique, c'est en réalité les incinérateurs d'ordures ménagères, mais qui doivent valoriser la chaleur fatale. Dans le cas présent, c'est un équipement qui date des années 60, qui est présent dans l'environnement, et c'était pas du tout évident d'aller mobiliser les publics là-dessus, parce que, bon, voilà, même si cet équipement était très ancien, qui nécessitait d'être reconstruit, que ça posait plein de questions environnementales et des questions aussi de mobilisation d'un public assez large, ça a été assez difficile de mobiliser au-delà des riverains. Et d'ailleurs, les riverains nous disaient, mais nous, on est légitimes pour venir débattre là, mais les autres, non, pas nécessairement. Alors qu'en réalité, il y a des associations qui ont apporté énormément de contenu dans la concertation. Je pense à Zero Waste notamment, qui a parlé de comment on aborde la question des déchets. Ils ont tenté d'élargir le périmètre, y compris géographique, de mobilisation des publics, ce qui n'était pas nécessairement bien perçu par les riverains qui, eux, voulaient qu'on parle des impacts du projet sur leur environnement immédiat. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, de dire qui est légitime à parler dans une concertation. Et avant que Michel me coupe la parole, je voulais juste parler d'un deuxième Ce qui cas. ne va pas tarder. J'ai été aussi garante d'une concertation à Annecy sur un projet de contournement routier du lac d'Annecy. Et là, c'était les élus qui nous disaient, mais il ne faut pas faire venir des personnes qui ne sont pas directement concernées par le tracé du projet. Et on leur disait, avec ma collègue garante, mais si, bien évidemment, ça concerne tout le bassin, toute l'agglomération, et pas uniquement les personnes qui verraient passer le tracé dans leur porte. Voilà, je m'arrête là. Merci. Je retiens surtout le mot de la confiance qui a été utilisé et qui me paraît tout à fait fondamental dans tout ce qu'on fait. Donc la deuxième question, elle va être pour Guillaume, qui est militant associatif, mais là aussi ça a été dit brièvement dans la présentation initiale, et Guillaume Blavette est intervenu, intervient toujours beaucoup dans des débats sur l'énergie nucléaire, donc c'est un sujet sur lequel le contenu technique n'est pas directement et facilement accessible pour des gens dont c'est pas le métier, qui ont cependant, comme tout le monde, le droit d'être informés complètement, sans biais, sans trou, sans difficulté. Et donc, Guillaume, comment fait-on pour organiser une information qui soit compréhensible, complète et pas biaisée sur des projets complexes? Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je me présente, je m'appelle Guillaume Blavette, je suis militant associatif à France Nature Environnement. Et effectivement, j'ai une longue expérience dans le nucléaire, mais aussi dans le domaine des risques technologiques, puisque j'ai siégé pendant 6 ans au CODERST, Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques de Seine-Maritime, département particulièrement industriel. Oui, l'information est un problème majeur, euh, problème de compréhension, puisque souvent les gens considèrent que les problèmes sont trop complexes parce qu'ils n'ont pas accès à cette fameuse information. Et donc se pose un problème de disponibilité des informations et aussi de durée de consultation, puisque les publics ont souvent besoin d'un temps certain pour lire des dossiers souvent imposants, qui peuvent paraître complexes, mais qui généralement sont bien faits. Les maîtres d'ouvrage ont très fréquemment le souci d'expliquer leur démarche. Cependant, on se trouve en face de procédures qui sont souvent trop rapides au regard du rythme de vie de monsieur et madame tout le monde et même des associations. Mais accéder à l'information, la consulter n'est pas une fin en soi. Il faut se l'approprier et élaborer un regard critique qui peut être bienveillant sur cette information
Et là se pose un énorme problème en France, c'est que au regard des calendriers qui nous sont souvent imposés, euh, il n'est pas possible ou très difficile de faire appel à des tierces expertises. Parce que pour que les publics se fassent une idée, il faut que différents regards puissent exister, puissent être dûment argumentés et élaborés dans un langage compréhensible pour chacun. Et à mon sens, c'est le problème le plus important. On a souvent en face de nous des réticences, qu'elles soient administratives ou économiques, pour que l'information soit donnée et puisse être élaborée. Enfin, il n'y a de réelle information du public que si ce public, ces publics, ont la possibilité de se l'approprier, de faire des propositions. Et là, on touche à un point majeur, c'est celui des alternatives. Trop souvent, nous sommes en présence de projets, de démarches qui n'impliquent qu'une seule voie. Et de cette manière, le public ne se sent pas concerné, pour reprendre l'expression d'Isabelle, qui est très importante. Il faudrait que les principes qui existent dans la réglementation, voire dans la loi, soient pleinement mis en œuvre et que pour chaque projet, l'information qui soit mise à disposition du public admette des alternatives, des possibilités, mais des possibilités réelles. Hein, souvent, par exemple, pour les projets d'infrastructure, hein, Isabelle l'évoquait, on peut avoir des variantes sur des tracés. Ce que nous avons connu ici pour le projet de contournement ouest de Rouen, ce n'est pas satisfaisant. Ce que la société civile et beaucoup de publics au pluriel attendaient, c'était des alternatives réelles avec les transports en commun, le rail, les voies cyclables. On attendait des porteurs de projets qu'ils aient une véritable intelligence du territoire qui corresponde à l'expertise d'usage des gens. Et cela fait défaut, malheureusement. C'est un combat pour faire valoir cela. Et pour ce qui est du contournement est de Rouen, la bataille continue encore parce que beaucoup ici ne sont pas persuadés que ce projet d'infrastructure routière est le plus adapté au territoire. Euh, Reste à savoir ce que va entendre le ministère et là-dessus, nous n'avons aucune information. Merci beaucoup, Guillaume. De même que j'avais extrait le mot confiance de ce que disait Isabelle, moi je ne peux qu'appuyer et extraire le mot examen des alternatives pour avoir participé à quelques débats un peu conflictuels, notamment celui de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi d'autres. Cette question des alternatives est vraiment complètement essentielle. S'il n'y a pas d'alternative, il n'y a rien à décider. La décision s'impose par définition, hein. Donc le fait de faire un débat suppose qu'il y ait des choix alternatifs. Voilà. Alors, on y reviendra sans doute, mais troisième question qui est posée à Judith Ferrando et qui est dans le cœur du métier de mission publique. La participation du public, c'est un métier, ça s'organise, ça s'improvise pas n'importe comment. Donc, pour vous qui avez une longue expérience des différentes formes ou des différentes méthodes qu'on peut utiliser pour ça, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez cette question de l'organisation de la participation du public? Difficile de faire ça en 2 ou 3 minutes, mais si vous y arrivez, ça sera très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci Michel de cette question. Alors, pour donner quelques premières idées, puis on en discutera tous ensemble parce que c'est très lié à ce que Isabelle et Guillaume viennent de dire. Je vais commencer par répondre à la question à quel stade du processus de décision. Et donc, je me base sur mon expérience qui était d'accompagner autant par exemple, des plans climat que des projets urbains, que des conventions citoyennes ou des débats publics sur des sujets notamment liés au nucléaire. Et donc, il n'y a pas en soi de bon stade de processus de décision pour mettre en participation. Ou dit plutôt à l'inverse, aucun stade de processus de décision devrait s'exonérer d'une mise en participation. Or, aujourd'hui, je reviendrai sur la question du temps qui est vraiment le point clé, et Guillaume a tout à fait raison, les procédures ne sont pas toujours au bon moment.
et parfois elles sont très discontinues dans le temps quand on parle d'infrastructure ou de débat public. Et donc toute la question, ça va être comment, tout au long de la durée de vie d'un projet, entre le moment où il est encore extrêmement ouvert, où justement on peut discuter des alternatives, jusqu'au moment où il se met en œuvre, on peut penser un continuum de participation du public. Ça ne veut pas dire qu'on participe sur tout, tout le temps, mais c'est justement de bien définir à quoi on participe, qu'est-ce qui est encore ouvert dans le projet à tel ou tel moment et sur quoi porte la discussion, la participation citoyenne et partie prenante. Et donc, je dirais qu'on peut effectivement faire participer très en amont, quand toutes les options sont sur la table, quand il y a beaucoup d'inventivité, à des moments clés, mais aussi au suivi de la décision, avec des observatoires, par exemple, citoyens et parties prenantes, par de l'évaluation participative. Cette question du temps long, elle est assez importante. Et donc sur la question de comment, bah, il y a plein de méthodes en fait. Et la question, c'est pas tant la méthode. Il y a aujourd'hui une variété de méthodologies de participation adaptées à des publics différents qui existent. La question, c'est selon quelles règles du jeu. Et c'est vraiment la question de la confiance, c'est dire, trop souvent, les participants ont l'impression qu'ils viennent jouer à la belote, alors que pour les commanditaires, on joue au rami. Je fais toi cette analogie, mais il y a l'impression finalement, on ne parle pas de la même chose. Donc, les règles du jeu, c'est de définir qu'est-ce qui peut encore être modifié? C'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir modifier, influencer les décisions. Quel est le degré de participation? Est-ce que le commanditaire, que ce soit un commanditaire maître d'ouvrage privé ou une collectivité, est-ce qu'il s'engage à tenir compte pour modifier le projet ou est-ce que simplement il s'engage à écouter et c'est juste simplement la consultation, il vaut mieux dans ces cas-là ne pas laisser croire que ce sera davantage ou est-ce qu'on est vraiment dans la co-construction? Donc avoir des règles du jeu, un cadre finalement partagé, un cadre écrit, transparent sur à quoi on participe, qui fait quoi dans ce projet. Et puis, c'est pour moi le point central, c'est ça. Et ensuite, avoir des méthodes qui rendent acteurs, qui redonnent du sens. Et ça, c'est un point important parce que trop souvent, que ce soit les militants associatifs ou les riverains ou les maîtres d'ouvrage eux-mêmes, ont l'impression de jouer éternellement la même réunion publique où chacun vient avec les mêmes positions. Et donc, pouvoir avoir des méthodologies qui permettent de poser les enjeux en présence, les intérêts de chacun, les peurs qu'on peut avoir, les émotions sur un projet, la lassitude, ça permet aussi de débloquer des situations. Et ça, il y a plein de méthodologies de délibération, je pourrais parler de l'atelier du futur ou d'autres qui permettent cela. Voilà ce que ce que j'aurais voulu dire vraiment sur le début, et puis d'aller jusqu'à une gouvernance partagée de la mise en œuvre du projet. C'est ça un peu le continuum de participation qu'on pourrait viser dans un monde idéal. Voilà. Merci beaucoup. J'entends surtout dans ce que vous avez dit au début le fait que la gestion du temps, enfin on ne débat pas des mêmes choses très à l'amont dans un projet et très à l'aval. Cela dit, le besoin de participation, il existe tout au long de la vie du projet, mais pas de la même façon selon le stade auquel on en est. Et le fait de bien définir les règles, vous l'avez dit, savoir si on joue à la belote ou au rami, c'est important. Il faut que tout le monde joue au même jeu, sinon ça risque pas de marcher. Merci beaucoup. Donc, on a à peu près un quart d'heure pour que vous puissiez maintenant, les trois intervenants, de réagir sur ce qui a été dit, compléter, détaillé, etc. Et puis ensuite, on passera aux questions posées par les personnes qui suivent ce webinaire. Donc, je vous le rappelle, Célestine l'a dit au début, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et elles seront synthétisées ensuite de façon à ce qu'on puisse y répondre. Donc, Isabelle, Guillaume, Judith, qu'est-ce que vous souhaitez apporter en complément par rapport à ce qui a été dit sur nos trois questions? Guillaume, vous avez levé la main en premier. Allez-y. Oui, merci. Très rapidement, non, au vu de nos débats et de tous les points d'accord qui nous rassemblent, moi, j'invite le public à consulter un document que j'apprécie énormément. C'est le rapport de la commission Richard de 2015, qui avait été une commission qui avait été mise en œuvre par le CNTE sur les concertations, sur les grands projets d'aménagement. Et je me souviens avec Laurence Monnier-Smith, Loïc Blondiot, enfin, une grande diversité d'acteurs avaient été proposées, beaucoup de solutions qui, malheureusement, n'ont toujours pas été traduites dans les faits.
Tout ça pour dire que ça fait très longtemps qu'on réfléchit à ces questions. Il y a beaucoup d'acteurs, des concertations, des consultations, des institutions. Et malheureusement, cette intelligence collective n'est pas portée à la connaissance du public. Et pour moi, c'est ma grande déception. Et des événements comme aujourd'hui doivent inviter les gens à découvrir tout ce patrimoine de réflexion et de propositions pour aller vers une démocratie écologique plus approfondie. Merci. Je pense qu'on pourra retrouver le lien vers le rapport de la commission Richard. Moi, j'ajoute juste un complément par rapport à ce que vous avez dit, Guillaume, à propos de cette commission. Il y a un point qui, moi, me revient à l'esprit juste maintenant. Il y en a sûrement d'autres, mais il y en a un qui a été suivi des faits et qui correspond assez bien à ce qu'a dit Judith dans sa première intervention tout à l'heure. C'est le fait que c'est à la suite de cette commission qu'il a été décidé qu'on pouvait faire des débats publics sur des plans et programmes, et pas seulement pour des projets. C'est pas simplement pour dire qu'il faut ratisser plus large, c'est pour dire que quand on discute de l'opportunité d'un projet, eh ben, on est très souvent amené à remonter au stade du plan ou du programme. Donc discuter d'un projet sans discuter du programme, ça n'a pas beaucoup de sens. Discuter d'un réacteur nucléaire sans savoir quelle est la programmation énergétique, c'est compliqué. Discuter d'un morceau de ligne à grande vitesse sans savoir à quoi il se raccorde, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'était un point important, mais on tâchera de retrouver le lien du rapport et de le diffuser à tout le monde. Judith. Oui, il y avait peut-être deux premiers points sur lesquels j'ai envie de réagir par rapport à ce que Guillaume et Isabelle ont pu dire. Isabelle, c'était ce que tu as évoqué sur la question de finalement des riverains qui se demandent pourquoi des associations viennent. Et en fait, il y a parfois une concurrence symbolique qui se fait jour dans les concertations entre eux. Alors, ça peut être entre les riverains et des associations, entre des professionnels sur un sujet et puis le grand public. Et il y a vraiment un enjeu de penser, je reviens à la question, organiser la participation du public, un enjeu de penser la complémentarité des regards de chacun. Ça ne veut pas dire que l'information, elle est différente, il faut que l'information de base, elle est la même, parce que si on veut faire du sens commun dans une société, on a besoin d'avoir les mêmes éléments de compréhension. Mais par contre, c'est important de se dire que les points de préoccupation ne seront pas les mêmes et que c'est intéressant justement qu'une concertation sur un enjeu qui touche l'environnement, qui touche les cadres de vie, puisse faire discuter des préoccupations différentes, des points de vue différents. Et ça, c'est vraiment aux organisateurs de cette concertation-là de rendre intelligible cette complémentarité et non pas une concurrence qui pourrait émerger parce que comme c'est très compliqué de peser sur un projet, d'autant plus qu'on ne connaît pas bien les règles du jeu et les marges de manœuvre, bah, du coup, on a envie de faire entendre sa voix plutôt que celle des autres. Et donc là, il y a quelque chose qui est assez, je pense, délétère dans notre démocratie, c'est justement cette forme parfois de laisser faire d'une forme de concurrence symbolique, alors que justement, on doit pouvoir articuler les différents points de vue et parler et justement, ensemble, et c'est ce que Michel Badré a déjà pu faire dans d'autres démarches qu'il a accompagnées, d'avoir une cartographie des controverses. Mettons-nous d'accord sur ce à quoi on tient, sur quoi on est d'accord, sur quoi on est en désaccord. Et parce qu'on a clarifié pacifiquement sur quoi on est en désaccord, on peut en discuter. Ça, c'était le premier point. Et puis, l'autre point sur ce qu'évoquait Guillaume sur la question de l'information, en disant, c'est pas tout d'avoir l'information, il faut le temps de se forger un esprit critique, un regard sur cette information. Et je trouve que c'est très intéressant ce que vient de faire la Commission nationale du débat public dans le cadre d'un débat public en cours sur le projet de réacteur nucléaire nouvelle génération, donc EPR2, au budget, dans lequel la CPDP a mobilisé un groupe de citoyens tirés au sort, on va dire non spécialistes, non militants de ce sujet, qui ont regardé le dossier du maître d'ouvrage et qui ont fait un rapport d'étonnement sur la manière dont EDF présentait le projet. Et c'était intéressant parce que l'idée, c'était pas d'être à charge contre EDF, mais c'était de dire, en tant que citoyen, voilà ce qu'on comprend clairement, voilà ce qu'on ne comprend pas, et c'est pas très grave, parce qu'on n'a pas forcément tous besoin de comprendre comment fonctionne un réacteur nucléaire. Par contre, on a besoin de comprendre en tant que citoyen, c'est ça, et notamment c'est les impacts possibles sur l'environnement. Et donc, je trouve que cet exercice-là, il est vraiment intéressant pour se dire que on peut travailler aussi collectivement la formulation de l'information qui permettra de faire porter le débat sur les vrais enjeux politiques des choix et pas sur les enjeux techniques. En tant que citoyen, on n'a pas forcément
on n'a surtout pas besoin de devenir des ingénieurs du nucléaire pour s'exprimer sur le nucléaire. Par contre, on a besoin de comprendre, Michel, vous disiez, l'histoire longue dans laquelle ça s'inscrit, et puis les impacts des choix politiques d'aujourd'hui sur les décennies, voire beaucoup plus à venir. Voilà, c'était les deux points sur lesquels j'avais envie de réagir. Merci. Isabelle? Oui, merci. Bah, je réagis aussi à l'instant juste sur ce que vient de dire Judith. Je trouve que il y a deux points qui me paraissent essentiels dans ce que Judith a dit, et ça renvoie aussi à ce qu'a dit d'ailleurs ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. La question de comment on met l'information à disposition du public en le rendant acteur lui-même dans la préparation du débat. Ça, c'est des choses qu'on a déjà faites aussi et c'est très important. Il y a aussi d'autres façons de mettre l'information à disposition. Je pense au débat public, la mer en débat qui a eu lieu l'année dernière, où on a utilisé ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire des archétypes qui présentaient des points de vue contrastés, qui, en quelque sorte, mettaient à disposition du public les éléments déjà présents dans le débat et le public pouvait réagir sur cet outil-là en disant, à partir de l'argument d'un tel ou d'une telle, voilà comment moi je me positionne et comment je peux argumenter sur ces questions-là, qui font effectivement référence à des choses plus complexes, mais à ce niveau-là dans le débat, on n'a pas nécessairement besoin d'entrer dans la complexité technique, mais de comprendre en effet finalement à quels enjeux de politique et de vie dans la société ça répond. Donc ça, c'est un premier point important. Et puis le deuxième point qu'a évoqué Judith tout à l'heure, c'est comment on fait dialoguer des gens qui, a priori, ne dialogueraient pas spontanément dans la société parce que leur âge, leur parcours, leur métier ne les mettent pas ensemble. On a utilisé ça notamment dans les débats publics sur le nucléaire avec ce qu'on appelait regard croisé, l'opération regard croisé. Et ça, c'est très intéressant parce que, en effet, sur la base d'éléments qui ont été déjà dialogués pendant le débat, sur lesquels on a vu qu'il y avait des points de vue qui se cristallisaient, mais qui étaient argumentés, on peut donner la parole dans une même assemblée avec un dispositif particulier à des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de dialoguer d'égal à égal. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que ça fait lever plein de barrières, et ça donne forcément à réfléchir à sa propre posture. Et comme disait aussi Judy tout à l'heure, on sort des postures qu'on voit régulièrement s'affronter de manière un peu stérile dans des réunions publiques. Merci. À partir de ce que vous venez de dire, Isabelle et Judith, moi j'ai une question que je poserais volontiers à Guillaume à cause de son expérience aussi bien, il l'a dit, sur des projets nucléaires que sur des projets d'installation industrielle ou technologique, qui est celle de la place de l'expertise dans ces débats, que ce soit l'expertise institutionnelle dans le nucléaire. On voit tout de suite qu'il y a EDF, il y a le CEA, il y a des organismes, il y a Orano, ils ont des choses à dire, c'est leur métier, et ils ne se privent pas de les dire. Il y a de l'expertise non institutionnelle qui essaye de se faire de la place par rapport à ça, et puis il y a le public non expert. Alors Judith a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de concurrence entre ces différents intervenants. C'est vrai, institutionnellement, il n'y a pas de concurrence entre eux. Mais le fait est que le risque de captation du débat par les uns ou les autres n'est pas nul. Donc, Guillaume, comment vous voyez cette place de l'expertise institutionnelle et non institutionnelle dans les débats auxquels vous avez, vous, participé? Cette place est fondamentale et je pense qu'elle a un lien avec la confiance, thème que vous évoquiez, Michel. Elle est extrêmement problématique, hein. Moi, je citerai un exemple que j'ai bien connu, c'est l'accident industriel de Lubrizol, ici dans mon agglomération. Et encore aujourd'hui, le débat continue, faute d'éléments probants sur les impacts sanitaires de ce que certains ont appelé une marée noire atmosphérique. Euh, et
là, on est confronté à une énorme difficulté en France, difficulté qui n'existe pas en Allemagne, qui n'existe pas aux États-Unis. C'est la capacité de la société civile à faire appel à des universitaires ou à des labos indépendants. C'est un problème que nous avions dans le nucléaire, mais le mouvement antinucléaire a eu la capacité de constituer des labos d'expertise indépendante, que ce soit la CRO ou la CRIRAD, hein, depuis 40 ans. Mais dans les autres domaines, dans le domaine de ce que j'appelle les toxiques, ça n'existe pas. Et là, on est confronté à deux choses, c'est-à-dire une réticence de l'État à comment dire, fournir les données brutes, une tendance de l'État à fournir des interprétations qui ne sont pas mises au débat, et en fait, et enfin une tendance de l'État à refuser ou à entraver des expertises indépendantes. Et dans une société technologique comme la nôtre, je trouve que c'est extrêmement dommageable, puisque si je reviens à la question du nucléaire, si depuis 40 ans, il n'y avait pas eu d'intervention des associations sur l'effet des faibles doses, la connaissance n'aurait pas progressé, et je pense à tout le travail réalisé par mes amis de l'IRSN, et la réglementation ne se serait pas adaptée, elle n'aurait pas progressé. Et donc, moi, je suis consterné par cette réticence à recourir à des tierces expertises, alors que, à mon sens, c'est la solution principale pour mettre de l'intelligence dans le débat, d'amener les gens à considérer qu'ils peuvent s'exprimer, ils peuvent contribuer à, à leur niveau à l'élaboration d'une connaissance. Et lors de l'accident de Lubrizol, nous avions sollicité des personnes du pays de Bray qui avaient recueilli des échantillons des eaux souillées qui étaient tombées sur leur terrasse ou dans leur jardin. Et on avait accumulé beaucoup de matière qui n'a jamais été vraiment expertisée. Ça, je le regrette vraiment. Et on est encore à ce jour face à une inconnue qui se heurte à une fin de non-recevoir, l'État considérant qu'on reste dans des niveaux de pollution normale. Mais qu'est-ce que ça veut dire un niveau de pollution normale? Euh, Isabelle, tu as encore une main levée, c'est une nouvelle intervention? Non, non, c'était un oubli. C'est pas grave. Mais écoutez, vous avez déjà dit beaucoup de choses très intéressantes et profondes, je trouve, mais on est à 1h moins 20. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous pourrez continuer à développer vos idées à l'occasion des réponses aux questions qui sont remontées. Célestine, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales questions posées? Oui, en effet. Alors, plusieurs questions. Je commencerai par trois, quatre premières questions pour ouvrir ce débat. Jean-Pierre nous demande quelle différence faites-vous entre concertation et négociation sur un projet? On a une deuxième question de Stéphanie. Comment concilier la nécessité du temps long sur une concertation avec une intention politique qui permet, enfin, qui accélère parfois et qui accélère les procédures? Et Bernard nous demande également comment éviter la confiscation du débat public, hein, par les locaux, tout en prenant en compte leur avis. Il explique en disant qu'on a souvent des visions antagonistes entre les locaux et les personnes qui habitent de manière plus loin des projets. Il cite les ours dans les Pyrénées, la 69, les retenues d'eau, pardon. Peut peut-être commencer avec ces trois questions. Sur la question je commencerai volontiers par la question du temps long. Judith, vous l'avez déjà un peu abordé dans votre présentation initiale. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitiez les uns ou les autres dire là-dessus? Oui, Isabelle. Oui, je pense qu'effectivement, la question du temps long, elle est importante parce que, en tout cas, dans les procédures qui sont encadrées par le Code de l'environnement, il y a vraiment un séquençage de la participation du public qui n'est pas toujours évidente à comprendre, mais qui permet de prendre en considération ce temps long de la vie des projets
depuis la phase initiale qui doit permettre normalement de mettre en débat ou en concertation préalable le projet à son stade initial, avant, quand tout est encore ouvert. Et puis ensuite, une fois que cette phase est passée et que le porteur du projet a donné la réponse normalement aux enseignements de la concertation ou du débat, il y a une phase de concertation continue qui permet d'associer le public aux étapes d'élaboration du projet jusqu'à l'enquête publique qui doit permettre au public de s'exprimer avant que l'autorité publique ne donne son aval ou pas sur le projet, avec dans cette phase-là toutes les consultations essentielles, notamment la consultation de l'autorité environnementale. Et normalement, on doit pouvoir continuer à être informé et à participer jusqu'à la livraison du projet. Donc ça, c'est très intéressant, c'est un processus itératif. Si c'est bien mené, c'est gagnant-gagnant à la fois pour le public et pour le porteur du projet, mais souvent c'est mal compris à la fois par les uns et par les autres, malheureusement. Mais les outils, pour moi, existent aujourd'hui d'ores et déjà dans le Code de l'environnement. Judith puis Guillaume, si vous pouvez en même temps dire vos réactions sur les deux autres questions, donc la différence entre concertation et décision, et puis le risque ou la possibilité de confiscation du débat par les locaux. Judith, votre micro est coupé, Judith. Exact. Voilà, ça va Désolée. mieux. Parfaitement d'accord avec ce que disait Isabelle. Et en fait, il faut se dire que sur la question du temps long, ce qui est important, c'est de garder la mémoire. C'est-à-dire qu'il faut aussi se dire que les participants ne seront pas forcément les mêmes sur les, je sais pas, peut-être 5, 10, 15, 20 ans de mise en œuvre d'un projet. Et donc, c'est comment et donc, c'est aussi lié à l'information, c'est-à-dire comment on a quelque part un récit de ce qui se passe dans les différentes étapes qui permet, je ne sais pas, à un nouvel habitant, par exemple, ou à un nouvel acteur associatif de prendre part dans le projet sans forcément, enfin, en ayant bien en tête ce qui s'est passé avant. Ça ne veut pas dire forcément étant d'accord avec tout ce qui s'est passé avant, mais en l'ayant en tête. Et ça pose quand même aussi une question de la capacité ou pas à réviser un projet sur ces temps très longs, quand de nouvelles je sais pas, connaissances peuvent apparaître, ou de nouvelles priorités, ou des enjeux de décarbonation, etc. Enfin, je trouve que ça pose aussi beaucoup de questions de comment on fait coïncider le temps du projet et puis la rapidité parfois de l'évolution de notre société sur d'autres aspects. Ça, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Sur la question de négociation, concertation, pour moi, la concertation, c'est quand tout le monde est d'accord sur le fait, et notamment les décideurs, que l'expertise plurielle des habitants, des parties prenantes, acteurs économiques, des associations peut permettre d'améliorer le projet. Et donc, ça veut dire qu'il y a cette confiance mutuelle qui peut se mettre en place. Il faut aussi que le commanditaire ait envie de faire confiance finalement au public. Si les conditions de la confiance sont rompues parce qu'il y a eu un niveau de conflictualité très élevé, par exemple, vous parliez tout à l'heure, Michel, de Notre-Dame-des-Landes, en fait, c'est plus de la concertation, c'est autre chose de l'ordre de la négociation, c'est-à-dire qu'on va négocier ce qu'on est prêt à faire comme compromis, avec quel retour en échange, ou alors de la médiation pour recréer les conditions de la confiance. Donc la concertation, elle mérite qu'il y ait cette confiance qui peut parfois renaître, mais des fois, il faut passer par des phases de négociation pour revenir à la concertation. Et puis, sur le dernier point, qui est la question de l'expertise et de la contre-expertise, et qu'est-ce qui... je trouve que c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et par exemple, je trouve que ce que font les Canadiens, notamment les Québécois, avec le bureau d'audience publique en environnement, et leur manière de voir finalement le débat public à la québécoise, qui est de se dire, dans la première phase, on recueille toutes les questions qu'on a de l'ensemble des publics et on vérifie qu'on a l'expertise pour répondre à ça. Et si on n'a pas l'expertise, alors on prend un temps avant de rentrer dans le débat public pour produire de la contre-expertise et peut-être une manière de faire en sorte que finalement chaque partie, que ce soit les riverains ou des acteurs associatifs, puissent se faire entendre. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi, ça pose la question de en quoi celui qui organise le débat ou le maître d'ouvrage est capable aussi de se dire
à quoi sert cette concertation aux débats publics et qu'est-ce que j'attends de la démocratie environnementale? Et c'est sans doute sur certains points qui touchent le cadre de vie, les riverains ont une parole qui compte peut-être beaucoup, alors que sur d'autres sujets, par exemple, je sais pas, sur le potentiel économique, là, ils n'ont peut-être pas l'expertise et c'est plutôt des acteurs associatifs ou d'autres parties prenantes qui peuvent peser dans le débat. Mais pour ça, il faut être au clair sur la différence d'expertise et d'expérience que chacun des acteurs peut apporter et qu'est-ce qu'on veut aller tirer de cette parole-là. Oui, merci. Guillaume, Vous m'entendez? très bien. Oui, j'ai un petit problème technique. Oui, merci. Je voulais revenir d'abord sur le temps long. Là, on a beaucoup parlé de l'amont des projets, mais il y a un temps long qui est très important, c'est ce que j'appellerais l'aval, qu'on connaît très bien dans le nucléaire et aussi pour les installations classées, avec les commissions locales d'information, hein, qui sont des instances très importantes, très intéressantes autour des installations nucléaires de base, sans oublier les comités de suivi de site, les CSS, autour des sites Céveso, Seuil Haut. Et là, on touche à quelque chose d'important, la confiance, la négociation, d'une certaine manière, puisque ça peut permettre à un acteur économique d'envisager l'acceptabilité de ces projets et de les adapter au public. Des publics qui n'ont pas le même point de vue en fonction de l'échelle géographique à laquelle ils se situent. Et là, je voulais citer des institutions qui, à mon sens, très importantes, euh, que sont les S3 pays. Et là, ça permet d'avoir une Vous, intelligence vous collective à expliquez, l'échelle. vous pouvez expliquer ce que c'est que les S3PI, s'il vous plaît. Alors, le sigle est toujours m'échappe, mais c'est des instances d'information et de concertation à l'échelle de bassins industriels, comme par exemple sur la zone industrielle ou portuaire du Havre ou en Artois, dans toutes les régions très industrialisées, ces instances existent. Et donc, ça permet ce changement d'échelle. Ça permet la complémentarité des regards entre les personnes qui interviennent dans les comités de suivi de site qui sont au plus près d'une installation et une réflexion plus globale à l'échelle d'un bassin industriel. Et quand ces trois pays, je pense en particulier à celui de l'Artois, fonctionnent bien, ça permet d'envisager collectivement, avec une pluralité de regards, des possibilités, des solutions auxquelles les acteurs économiques n'avaient pas pensé, mais aussi auxquelles les publics n'avaient pas pensé. Et donc, on n'est pas là dans de la négociation, j'aime pas trop ce terme, mais on est en présence de quelque chose qui tend vers de l'intelligence collective. Et c'est ça le plus important, je pense, dans la démocratie participative et délibérative. C'est que personne ne prétende avoir la solution dans ses mains, mais que celle-ci va émerger d'un dialogue qui peut prendre du temps, mais peut aboutir à des solutions pérennes, acceptables et durables. Et c'est ça qui parfois fait ses défauts et fragilise aussi bien des établissements économiques. Et là, aujourd'hui, à Rouen, Lubrizol, voilà, ils sont en train de licencier la moitié de son personnel parce que ils considèrent que c'est trop dur de s'adapter au territoire après le drame de 2019. Donc, aussi bien du côté des industriels que des riverains. Et ça implique d'avoir envie de se parler, de savoir s'entendre. Et ça, on touche là à un problème d'éducation à la démocratie, qui est un sujet qui me préoccupe, dont on reparlera peut-être plus tard. Merci beaucoup. Célestine, est-ce que vous avez d'autres questions qui sont remontées? Oui, tout à fait. Donc, je vais peut-être vous donner encore trois questions de suite. On a François qui nous demande pourquoi les décideurs politiques ne prennent que assez rarement en compte les avis citoyens lors des enquêtes publiques, et il donne l'exemple des votations suisses, de s'inspirer des votations suisses. Et dans la même typologie de questions, on a Marc qui nous demande quels pays sont des modèles en matière de démocratie environnementale et s'il en existe, pourquoi.
Et puis une petite question pour compléter ce trio. Est-ce qu'il est possible de donner plus de détails sur la méthodologie regard croisé? Alors, je ne sais pas lequel ou laquelle de vous trois est le plus à l'aise pour répondre. Si on peut peut-être commencer par la dernière question qui est la plus précise, sur laquelle Isabelle, tu dois pouvoir répondre, puisque c'était une expérience directe, en tout cas au moins du débat nucléaire auquel nous avons participé ensemble, mais sans doute aussi d'autres, donc sur la méthodologie et regard croisé. Oui, alors assez rapidement, cette méthodologie qu'on a utilisée en effet dans un débat sur le nouveau nucléaire et le projet Panly, l'idée, c'est qu'à un moment donné où il y a suffisamment d'arguments qui sont présents dans le débat et qui sont portés par des entités identifiées, on permette dans un dispositif euh, dans une salle, on réunit un certain nombre de personnes, ils savent sur quelle question on va porter le débat, et c'est un cercle où on a mis dans le cercle principal un certain nombre de personnes et une chaise libre. Et on fait tourner les personnes de sorte qu'il y ait toujours une chaise libre et qu'il y a une personne qui puisse rentrer des cercles périphériques pour apporter la contradiction à la personne qui a présenté l'argument précédent. Donc ça permet, si vous voulez, sur un certain nombre de questions qui ont été élaborées à l'avance, de vraiment faire le tour des arguments et de mettre tout le monde au même niveau de responsabilité de la prise de parole. On avait fait ça, il y avait des étudiants, il y avait des représentants associatifs, il y avait des syndicats, il y avait des professionnels, voilà. Et tout le monde était au même niveau dans cet exercice-là, et ça permet forcément de se décentrer par rapport à son propre point de vue, et c'est tout à fait productif et tout à fait riche. Judith et Guillaume, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse sur les deux autres questions, à la fois sur les votations suisses, le fait que ça permettrait ou non de mieux prendre en compte les avis émis, et puis les pays qui seraient des modèles en matière de démocratie participative ou environnementale. Vous avez des éléments là-dessus, Guillaume? Non, mais par contre, moi, j'ai été interpellé par la question sur les enquêtes publiques. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, d'abord dans leur modalité, même si elles sont de plus en plus dématérialisées. Beaucoup de personnes considèrent comme difficile, au regard de tout ce dont on a discuté aujourd'hui, d'y participer. Ensuite, il y a les rapports des commissaires enquêteurs. Là, je ne vais pas être politiquement correct, je le regrette, mais je suis On souvent vous a pas fait désespéré venir pour ça, hein, c'est pas grave. parce qu'on peut avoir des avis favorables sur des projets qui ont mobilisé des publics différents, qui sont allés en mairie ou qui ont posté des contributions sur Internet nombreuses, et on finit avec un avis favorable, on ne comprend pas trop. Euh, et enfin, je parlerai de mon expérience en Coderst. Là, on étudie avec les services de l'État les arrêtés préfectoraux, départementaux. Il a fallu se battre pendant 3 ans, je me souviens, pour qu'au Coderst de Seine-Maritime, les rapports d'enquête publique soient communiqués aux membres du Coderst, alors que c'est un élément d'information quand même très intéressant qui permet de connaître les avis des publics. Et ensuite, bah, une fois qu'on a pu disposer de cette information, elle n'a jamais pesé dans le processus décisionnel. C'est un peu comme si les vaches regardaient passer des trains. Et ça, c'est vraiment regrettable parce que très fréquemment, on a des choses très intéressantes dans ces avis d'enquête publique. Et je pense que la loi n'est pas bien faite, qu'il conviendrait de développer ce moyen qui est souvent regardé
de manière condescendante, alors que c'est plus intéressant en définitive qu'un référendum. Moi, les questions oui-non m'embêtent très souvent. Bon, alors certes, je suis anti-nucléaire, j'aime pas ça, mais ça contribue pas au débat, ça contribue pas à résoudre des problèmes immédiats, d'être pour ou contre. Moi, je pense que les aspects qualitatifs, les expertises d'usage, j'aime beaucoup ce mot, des riverains ou d'autres personnes, d'autres associations peuvent être beaucoup plus utiles pour avancer vers des solutions pertinentes. Et là, je pense qu'on a vraiment un combat à mener en cette période où on a l'impression que la démocratie participative s'en prend plein la tête. En tout cas, que tout ce que vous venez de dire sur les suites des enquêtes publiques, ça rejoint complètement ce qu'avait dit Isabelle tout au début sur le fait qu'une des premières questions que posent les gens qu'on invite à participer à n'importe quelle démarche de ce type, c'est de dire mais à quoi ça va servir ce que les réponses que je vous donnerai. On boucle tout le temps là-dessus. Judith, c'est peut-être vous qui aurez le mot de la fin dans ces réponses parce qu'on arrive à 13 heures, mais allez-y. En tout cas quelques éléments qui me font réagir. Euh, Il y a vraiment un enjeu de développer une culture de la redevabilité, c'est-à-dire une culture dans laquelle les décideurs reviennent, d'ailleurs que ce soit des décideurs publics ou des décideurs privés quand on pense à des maîtres d'ouvrage, en disant qu'est-ce que je retiens et en quoi j'ai fait évoluer, et en quoi j'ai fait évoluer mon projet. Mm, Parfois, ce n'est pas fait parce qu'il n'y a eu aucun impact, mais parfois, c'est juste pas fait parce que ce n'est pas dans la culture et qu'il n'y a pas aujourd'hui forcément d'obligation institutionnelle mm, de dire, de raconter ça. Et il y a pour autant plein de situations dans lesquelles réellement les maîtres d'ouvrage font bouger leur projet considérablement. Mais ils n'ont pas forcément la culture de le partager. Et du coup, ça donne aussi cette impression que c'est un jeu vain, alors que c'est mm, un jeu qui est inégal, qui est dur, dans lequel il y a des rapports de force, mais qui n'est pas toujours vain. Et du coup, ça discrédite aussi beaucoup nos démarches. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était sur la question des votations citoyennes. Je partage le point de vue de Guillaume, c'est-à-dire que c'est pas l'alpha et l'oméga. Je dis pas qu'il faut pas faire de votation citoyenne. Je dis que là, récemment, il y a eu une votation citoyenne en Suisse sur la question d'intégrer ou non dans la Constitution la référence, d'intégrer dans les 10 ans dans la Constitution suisse la référence aux limites planétaires. Il y a eu moins de 30% de participation et il y a eu 70% plus de 70% qui ont dit non, il ne faut pas l'intégrer. Et donc, il faut vraiment se poser la question, pourquoi les gens ont dit ça? Et est-ce que c'est pas aussi parce que dit comme ça ne parlait pas à la majorité des gens, c'était pas vu comme un sujet, alors que c'est sans doute un sujet majeur pour changer de référentiel, pour penser notre mode de vie de demain. Ça, c'était le premier point. Et alors, à côté de ça, on voit le week-end dernier à Paris, votation citoyenne, faut-il végétaliser massivement Paris? Réponse massive, oui. Par qui? Très peu de votants. Donc, en fait, et je dis ça, et sur une question comme ça, qui dirait non? Voilà. Enfin, mm, en fait, du coup, ça pose vraiment, c'est très binaire, effectivement, ces questions-là. Et je reviens sur la question du regard croisé. En fait, l'intérêt de ces méthodes-là, c'est simplement de proposer, de sortir des points de vue individuels pour essayer de construire ensemble un point de vue collectif qui est un peu différent en serrant les questions auxquelles on doit répondre. Et ça, en fait, ça oblige tous les participants à sortir un tout petit peu des effets de tribune qu'ils portent habituellement pour essayer de construire ensemble collectivement des nouveaux compromis, je peux dire ça comme ça, en tout cas des nouveaux arrangements qui sont intéressants. Et il y a plein de méthodes pour comme ça, celle que tu as évoquée, la méthode d'atelier du futur que je vous invite à aller voir, qui permet de voir des plans d'action entre des avis qui portent, entre des gens qui portent des points de vue opposés. En tout cas, les méthodes de délibération, elles sont matures. Encore faut-il les intégrer dans un jeu institutionnel qui en accepte les résultats. Merci beaucoup. Je Merci, me permets merci. de reprendre la main. Il nous reste Oui, 1 minute pour clôturer le webinaire. oui. Voilà, je voulais juste remercier nos participants et pour toutes les questions très riches qui ont été posées. Et merci infiniment à nos invités pour ces éclaircissements. Donc voilà, le webinaire touche à sa fin. On va vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Voilà, je vous laisse clôturer, mais on va devoir arrêter ici. Un grand merci à nos trois intervenants. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Je regrette seulement que tous les députés et sénateurs de France et de Navarre n'aient pas été invités à pouvoir participer. Je pense qu'ils auraient appris beaucoup de choses, mais voilà. Merci.
Merci beaucoup, au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. merci Au revoir. beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.